vais passer la parole à Jonathan et à Jean-Christophe. Et là, un merci aussi particulier à Jean-Christophe qui a accepté au pied levé de remplacer Pierre Toulon. Ce n'est pas évident. Les deux, je vais vous frustrer d'emblée parce qu'il va falloir limiter vos présentations au maximum de manière à ce que Yves Gruel puisse continuer ensuite. Donc, merci d'aller un peu plus vite sur certaines choses que vous pensiez le faire au départ. Un très grand merci. Allez, c'est parti. Donc, on va s'entretenir ensemble et rappeler un certain nombre de repères pour la recherche d'inhibiteurs. Vous savez que la technique la plus ancienne dont nous disposons, c'est la méthode de Bethesda, 75 Casper. Diapo suivante. Alors, comment rechercher globalement? Quels sont les principes de recherche d'inhibiteurs antifacteurs antihémophiliques? Tout d'abord, ce sont des techniques qui le plus souvent reposent sur des dosages d'activité procoagulante des facteurs antihémophiliques. Et le principe, c'est l'étude de l'effet de l'inhibiteur que l'on suspecte, contenu dans le plasma suspect, sur une source exogène de facteurs antihémophiliques. Diapo suivante. Alors, on va se baser, on va le voir comment, sur un dosage d'activité résiduelle plasmatique du facteur antihémophilique. Et on va pour ce étudier un mélange qui sera constitué par le plasma suspect de contenir l'inhibiteur, avec la source de facteur antihémophilique qui est la cible qu'on lui présente. Diapo suivante. Donc le mélange, on l'a dit en quoi il consistait, on reverra ça plus tard de façon plus détaillée, donc plasma patient plus source de facteurs. L'objectif, bien sûr, vous l'avez compris, c'est qu'on veut rechercher dans le plasma du patient un principe inhibiteur, un principe neutralisant, un principe capable d'empêcher l'activité du facteur antihémophilique A ou B, selon le cas, de se manifester dans les dosages qu'on va réaliser. Évidemment, cette technique ne détecte pas les allo-anticorps non neutralisants des facteurs antihémophiliques. Diapo suivante. Voilà. Alors, il y a des cas particuliers. Si votre patient, vous savez qu'il, par ailleurs, est porteur d'un anticoagulant lupique, ou s'il a un traitement anticoagulant thérapeutique, eh bien, il sera utile de confirmer la présence de l'inhibiteur que vous aurez dépisté en utilisant un test chromogénique du facteur antihémophilique. Et puis, il y a des cas particuliers plus récents. Chez les patients traités par 8 plus emicizumab, eh bien, vous savez que dans ce cas-là, il faut avoir recours à un test chromogénique du 8 qui contient du facteur 10 bovin. Diapo suivante. Alors, voyons un petit peu la cuisine de tout ça. Vous avez là schématisé un échantillon dans son tube à essai, dans son tube à hémolyse de plasma patient. Vous voyez qu'il contient des petites boules bleues qui sont les facteurs antihémophiliques et une petite fourche rouge, un anticorps qui est l'inhibiteur du facteur antihémophilique. Diapo suivante. On va tout d'abord préparer ce plasma à tester. On verra qu'on le chauffe pour détruire tout le facteur antihémophilique qu'il contient. On verra comment. Diapo suivante. On devra aussi utiliser une source de facteur antihémophilique et dans le Bethesda, c'est un plasma normal qu'on appelle PN qui contient un pourcentage particulier de facteurs antihémophiliques, X%. Diapo suivante. Et enfin, on aura besoin de tampon imidazole pH 7,4. Et à partir de ça, on va réaliser des mélanges. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc des mélanges, allons-y. Premier mélange, le mélange test, on mélange à parties égales le plasma suspect avec la source de facteur antihémophilique. Vous voyez que ce mélange contiendra le facteur 8, le facteur antihémophilique, donc dilué forcément de la source, et les inhibiteurs venus du plasma suspect. Et en parallèle, on réalise un mélange qui est un mélange de contrôle où l'on va diluer au demi la source de facteur antihémophilique par du tampon imidazole. Continuons. Ces mélanges étant réalisés, on va incuber, on verra comment. Continuons. Et puis, on va réaliser nos dosages de facteurs antihémophiliques. Bon, dans le témoin, dans le mélange contrôle, on s'attend à trouver à peu près la moitié du facteur antihémophilique qui était contenu dans le plasma source. Et puis, dans votre mélange test, si votre patient a un inhibiteur, eh bien, on trouvera moins de la moitié. On va voir comment utiliser en pratique les résultats. Diapo suivante. Alors, comment détruire le facteur antihémophilique du plasma du patient? Par la chaleur, on l'a vu. La recommandation, c'est 30 minutes à 57 degrés. Et puis, on va centrifuger ce plasma au minimum à 1700 G pendant 5 minutes.
Comment va-t-on incuber les deux mélanges? Eh bien, on va les incuber 2 heures à 37 degrés. Continuons. Alors, on va donc réaliser un dosage de facteur antihémophilique dans chacun des mélanges, et à partir des résultats, on va calculer une métrique qu'on appelle R, résiduel, un résiduel de facteur antihémophilique, qui se calcule comme étant le rapport entre ce que vous avez trouvé dans votre mélange test et ce que vous avez trouvé dans votre mélange contrôle, rapport que vous multipliez par 100. Diapo suivante. Si votre R est à plus de 70%, ben, vous savez que votre plasma suspect ne contient pas d'inhibiteur. En revanche, s'il est à moins de 70%, eh bien, là, il va falloir affiner, il va falloir titrer l'effet inhibiteur. Diapo suivante. Et évidemment, pour travailler dans des meilleures conditions, vous savez qu'il y a nécessité d'un contrôle de qualité interne qui va nous garantir que les techniques et les procédures locales sont à peu près constantes dans le temps et reproductibles, mais aussi nécessité d'un contrôle de qualité externe qui va permettre d'évaluer le degré de concordance entre le résultat local et ceux venus d'autres centres, et évidemment qui est dépendant de l'accès aux réactifs et aux techniques appropriées, et évidemment aussi de pouvoir compter sur une équipe entraînée réalisant une masse critique suffisamment crédible de dosage pour être suivie. Diapo suivante. Alors le titrage, comment fait-on? On va réaliser une gamme de dilution du plasma testé en tampon imidazole, progression d'ordre 2, donc ça vous savez ça par cœur, un demi, un quart, un huitième, on peut aller parfois jusqu'au 1 1024e. Ce faisant, il est évident que dans votre plasma testé, on dilue l'effet de l'anticorps inhibiteur sur le facteur cible, et donc notre taux résiduel va se majorer, et on va rechercher la valeur de taux résiduel de facteur antihémophilique qui est la plus proche possible de 50%. En pratique, on accepte entre 25 et 75%. On va voir ça en pratique. Et évidemment, on vérifiera que les résultats sont concordants sur 2 dilutions successives. Diapo suivante. Alors, qu'appelle-t-on, revenons aux définitions élémentaires, une unité Bethesda d'inhibiteur, UB en français, BU en anglais? Eh bien, c'est par définition la quantité d'inhibiteurs contenue dans un échantillon plasmatique qui peut neutraliser 50% d'une unité de facteur antihémophilique coagulant après 2 heures d'incubation à 37 degrés. Et par définition, la recherche d'inhibiteurs est positive si vous avez plus de 0,6 unités Bethesda. Diapo suivante. Alors, comment le faire manuellement? On va utiliser un papier semi-log, un log 10 décimal. Vous voyez qu'en ordonnée, vous avez les unités Bethesda par ml, et puis en abscisse, excusez-moi, et en ordonnée le taux résiduel de facteur antihémophilique, la métrique R que vous avez dosée. Diapo suivante. J'applique la définition de mon unité Bethesda, donc j'ai un R à 50% qui est égal à une unité. Quand vous n'avez pas d'inhibition, eh bien, vous êtes avec un R à 100%. Et quand vous inhibez en pratique, quand vous avez 2 unités, eh bien, il vous reste 25%. À partir de là, vous tracez la droite. Vous avez ainsi votre droite d'étalonnage sur laquelle vous allez reporter, diapo suivante. Vous trouvez la dilution pour laquelle votre R est le plus proche de 50%. Attendez, n'allez pas trop vite tout de même. Là, sur le cas précis que l'on va illustrer, on avait un R à 40% pour 1/32e. On a localisé, vous le voyez, le point en pratique, c'est l'intersection des 2 lignes bleues continues. Et vous voyez que l'on va trouver, on va extrapoler sur les ordonnées, on va trouver 1,3. Diapo suivante, et on va multiplier 1,3 par l'inverse de la dilution. Ça me fait 1,3 que multiplie 32. Mon échantillon patient contient donc 41,6 unités Bethesda. Diapo suivante. Et bien sûr, je contrôle sur la dilution la plus proche, de façon à être sûr que je sois reproductible. Vous voyez, là, j'avais extrapolé à 0,65, dilution à 1/64e, et comme par hasard, je retrouve le même nombre d'unités Bethesda. Qu'est-ce que je suis bon? Continuons. Alors, vous savez aussi que pour ceux qui sont plus affins... Ah non, on est allé trop vite là. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont plus affins pour l'arithmétique, eh bien, on peut en fait se passer du papier semi-log et calculer de façon arithmétique le type de facteur antihémophilique. Vous avez la formule. Première parenthèse, deuxième parenthèse, 2 moins log de grand R, fermez la deuxième parenthèse. On divise par 0,301, fermez la première parenthèse, et on multiplie par l'inverse de la dilution. Essayez, vous verrez qu'on trouve exactement la même chose. Diapo suivante. Alors, à partir de là, on va pouvoir critiquer le seuil de positivité. Mais vous voyez que 0,6 unité Bethesda sur plasma pur, vous avez un R qui est à peu près voisin de 65%. Diapo suivante.
Et quelques exemples, eh bien là, vous aviez pour une valeur à 1, pour une dilution au quart, c'est 4 unités Bethesda. Diapo suivante. Là, vous aviez 0,75 pour une dilution au 32e, ça fait 24 unités Bethesda. Diapo suivante. Ici, en pratique, 1,5 pour un 32e, 48 unités Bethesda. Diapo suivante. Et vous retrouvez la formule titre de l'anti-8 qui est égale à la formule que je vous ai donnée, qui est vraiment extrêmement pratique d'application. Vous pouvez même vous construire un petit tableau Excel qui vous le fait automatiquement. Diapo suivante. Alors, en fait, il y a deux types d'inhibiteurs. Vous avez ceux dont on vient de parler, avec une cinétique simple de premier ordre, ils sont capables de vous inhiber complètement le facteur 8 ou le facteur 9. C'est le cas des allo-anticorps anti-8 inhibiteurs classiques, et on voit surtout ça dans les hémophilies sévères. Mais vous avez aussi des inhibiteurs qui ont une cinétique plus complexe, de deuxième ordre, qui inhibent incomplètement le 8. Ça se voit surtout chez les hémophilies mineures ou modérées, et c'est aussi le cas de l'hémophilie acquise, donc les auto-anticorps anti-8. Diapo suivante. Et là, quand vous regardez ce qui se passe en pratique et que vous regardez le taux résiduel d'activité en fonction du temps qui passe, vous voyez que dans un inhibiteur type 1, vous avez une droite, mais que dans un inhibiteur type 2, vous avez une courbe qui vous montre que les compartiments ne sont pas les mêmes. Donc, quelle est la recommandation pour les inhibiteurs type 2? Eh bien, le titre doit être l'inverse de la dilution la plus faible, donnant un taux de facteur résiduel voisin de 50%. C'est ce que nous a proposé M. Verbruggen en 2009. Diapo suivante. Alors, il est apparu au fil des temps nécessité de modifier cette technique Bethesda qui nous a beaucoup servi. 95, Verbruggen, diapo suivante. Donc, modification de Nijmegen. Pourquoi? Parce qu'on s'est trouvé en situation de trouver assez fréquemment des inhibiteurs de faible titre, mais sans aucune traduction clinique. Et pour quelle raison? Mais parce que quand vous faites le mélange, vous élevez le pH de votre mélange durant les 2 heures d'incubation, donc vous dégradez du facteur 8. Et puis que vous pouvez avoir une concentration en protéines tout à fait différente dans les deux mélanges, qui va interférer avec le dosage du 8. Et ceci a conduit aux modifications dites de Nijmegen. Diapo suivante. Alors, je vous remets le schéma général que l'on a vu tout à l'heure. Voyons ces modifications. Diapo suivante. Première chose, on va en pratique ajouter un tampon au plasma normal pour stabiliser le pH. On verra comment et quel tampon. Diapo suivante. Et puis, on va en pratique remplacer le tampon imidazole par un plasma déplété en facteur 8. Ce sont les deux grandes modifications de la modification Nijmegen. Diapo suivante. Donc, un petit tableau pour qu'en pratique, on puisse se fixer les idées. Source de 8, dans le Bethesda, c'est plasma normal. Dans le Nijmegen, c'est plasma normal tamponné. Contrôle, dans le Bethesda, c'est un tampon. Dans le Nijmegen, c'est un plasma déficient en facteur 8. On peut utiliser de l'albumine à 4%. C'est ce qui a été montré en 2013. Les mélanges sont les mêmes. Les incubations sont les mêmes. Diapo suivante. Alors, comment tamponner le plasma normal source de facteur 8? Eh bien, on va le faire extemporanément. On va rajouter un volume de tampon imidazole 4 molaires pour 39 volumes de plasma de référence. Et ça va nous prévenir, comme vous le montre le schéma, la perte d'activité de 8 qui est pH dépendante. Qu'en est-il de la source de facteur 8, plasma normal? Eh bien, on pourra utiliser un plasma commercial titré ou un pool maison avec un taux de facteur 8 le plus proche possible de 100%. Le taux de facteur 8 dans le mélange doit être supérieur à 40%. Diapo suivante. Alors, les plasmas déficients en facteur 8, ils peuvent être commerciaux immunodéplétés ou des plasmas de déficit congénitaux. On rencontre des difficultés potentielles. D'abord, ils doivent contenir un taux normal de facteur Villebrandt. Ensuite, vos plasmas immunodéplétés, ils peuvent être contaminés par les anticorps de capture anti-8. Les plasmas de déficit congénitaux peuvent parfois contenir des inhibiteurs sous-estimés. Les plasmas déplétés chimiquement peuvent être contaminés par du 5 activé, qui va troubler, qui va fausser les dosages. Et les plasmas peuvent contenir de l'antigène facteur 8 dépourvu en pratique d'activité qui va sous-estimer l'effet des inhibiteurs. Diapo suivante. Incubation des mélanges à 37, ceci pour vous en montrer l'importance. Vous voyez que les inhibiteurs du 8 ont véritablement nécessité d'être incubés longtemps pour montrer toute leur activité, tandis que les inhibiteurs du 9, en pratique, montrent d'emblée leur action et n'ont pas besoin d'une inhibition prolongée. Diapo suivante. Après incubation des mélanges à 37, on vous demande de placer les échantillons dans la glace fondante durant 10 minutes. Et vous voyez que cela va, vous en avez l'illustration, minorer le coefficient de variation de vos résultats et les rendre plus crédibles. Diapo suivante.
Il me reste donc de vous souhaiter d'excellents dosages et merci de votre attention, même si j'ai été un peu rapide, mais probablement moins rapide que la vitesse à laquelle je suis rentré de Montpellier, en espérant que les radars auront été plein de mensuétude pour moi. Merci. Merci Jean-Christophe. On va tout de suite passer la parole à Jonathan. On est très en retard. Jonathan, faites la prouesse de faire le plus vite possible en nous disant Désolé. surtout les difficultés que vous avez en RDC. Qu'est-ce qui, par rapport à ces dosages qui ne sont pas très simples, qu'est-ce qui vous frappe et puis comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte qu'en Afrique subsaharienne, on arrive à faire un dosage d'inhibiteurs? Merci Jonathan. Voilà, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais chercher le point pour partager mon écran. Donc, rapidement, nous allons parler des difficultés rencontrées, non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour la détection des inhibiteurs. D'abord, dans notre pays, il faut savoir que le problème de l'hémophilie est sous-évalué parce que la sensibilisation a posé énormément de problèmes avant l'arrivée de l'Association Congo démocratique de lutte contre l'hémophilie, du diagnostic de l'hémophilie. Alors, la dernière étude qu'on a faite aux cliniques universitaires de Kinshasa, en collaboration avec la CDH, qui est l'association, il y avait une fréquentation hospitalière de 36 patients seulement. Et actuellement, nous sommes à 62 patients pour toute la RDC. Les efforts que nous fournissons actuellement, c'est le déploiement des équipes pour le diagnostic et la prise en charge. Donc, pour ça, il faut des équipements de labo, il faut des réactifs et des médicaments. C'est un déploiement qui se fait progressivement à l'aide de nos partenaires qui nous appuient, notamment la AFAT et le Novo Nordisk. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment se fait le diagnostic de l'hémophilie d'abord? Sur base du contexte clinique, bien sûr, un antécédent évocateur d'un petit garçon qui a saigné au cours de la circoncision ou un garçon avec un gros genou quand il a essayé de marcher et tout. Le contexte familial, il y a un autre garçon aussi dans le même contexte. La clinique en faveur, souvent ce sont des malades qu'on voit déjà avec des complications d'ordre articulaire, déjà un capital articulaire qui est endommagé. Mais aussi, nous, ce qui nous concerne surtout, c'est la biologie. Les tests globaux que nous faisons dans nos conditions, c'est le taux de prothrombine, c'est le TCA surtout qui nous intéresse, et les dosages spécifiques des facteurs 8 et 9, essentiellement par le semi-automate qui est le coagulomètre Strago. Malheureusement, nous n'avons pas encore de registres d'identification pour les patients et ces derniers viennent de partout dans les pays. Donc, vous comprenez que ce sont des patients qui viennent que quand il y a une crise et ça, même dans la chance d'avoir des inhibiteurs, c'est vraiment très, très élevé. Donc, avec le déploiement, ce qu'on doit faire, c'est de rapprocher la prise en charge vers les familles dans leurs villes, notamment dans les grandes villes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Malheureusement, la recherche des inhibiteurs n'est pas de mise et ne respecte pas les recommandations. L'épreuve de mélange que nous faisons, c'est essentiellement pour le dépistage. Généralement, c'est un enfant qui est emmené par ses membres de famille pour une notion de saignement. Dans la plupart des cas, c'est provoqué. S'il vous pouvez rentrer dans la diapo précédente. Diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà. C'est un enfant qui arrive en situation de crise. Non, voilà là. C'est un enfant qui arrive en situation de crise, pas de prophylaxie primaire vu le stock en produit, donc il y a une probabilité accrue, comme je le disais, de développer les inhibiteurs. Malheureusement pour nous, la méthode de Bethesda n'est pas connue, du moins par le grand public médical ou dans d'autres structures, parce qu'à ce jour, on peut dire que la seule structure qui a quand même des gens qui sont formés pour le diagnostic biologique d'abord et la prise en charge de l'hémophilie, c'est essentiellement aux cliniques universitaires. Donc, les autres centres où nous allons pour former les gens, pour leur apprendre comment on fait le diagnostic, comment on interprète surtout les résultats, eux, leur personnel est limité à 2 ou 3 personnes qui n'ont pas la formation requise et on essaye de se déployer comme ça. Diapo suivante. Donc, comme on ne connaît pas la méthode de Bethesda, ce qu'on fait, c'est l'épreuve de mélange qui est réalisée. Le plasma normal que nous utilisons, c'est un pool normal lyophilisé commercial que nous mélangeons avec
le plasma déficitaire du patient dans la même concentration, nous réalisons le temps de céphaline avec activateur de ce mélange avant et après incubation à 37 degrés pendant 2 heures. Et dans tout le cas, ce TCA-là se raccourcit ou se normalise. Alors, on se pose des questions. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut faire, ou on est dans le bon ou on n'est pas dans le bon? Mais dans la plupart des cas, ou dans la majorité des cas, c'est un TCA qui se normalise. Et comme on ne sait pas détecter, on ne sait vraiment pas trop faire le titre. Donc, comme j'ai dit, on ne sait pas déduire en fait la concentration parce que avec cette méthode, il y a une impossibilité de standardiser le seuil de positivité comme décrit dans la littérature. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les perspectives, ce qu'on espère surtout pour nous, c'est l'autonomie de la CDH parce qu'on s'appuie toujours sur nos partenaires. Faire une cartographie des centres de traitement de l'hémophilie dans tout le pays. Il y a le déploiement qui est en train de se faire, mais aussi avoir un registre de patients. Donc, pour nous, d'abord, il faut qu'on essaie un peu de savoir d'où proviennent nos patients, bien les éduquer, mais aussi le personnel médical, pour que le personnel médical puisse penser aussi aux inhibiteurs, s'appuyer aux équipes de laboratoire que nous devons former. D'abord, renforcer la sensibilisation de la population, du personnel soignant, familiariser les équipes de prise en charge dans la recherche des inhibiteurs selon les recommandations. Au laboratoire, il faut un personnel qui soit bien formé dans la technique. Oui. Allô? 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 Donc, on vous entend. On vous écoute, Jonathan. On vous attend. On vous entend bien. On vous entend bien. Voilà, je suis en train de chuter en disant que ce qui nous importe vraiment, c'est d'abord la formation du personnel de laboratoire par rapport à la technique de référence qui est la technique de Bethesda, l'interprétation, mais les équipes cliniques aussi, sensibiliser ces équipes-là pour qu'ils y pensent, qu'ils pensent que chaque fois qu'il y a un traitement qui est administré, surtout dans nos conditions, c'est des patients qui nous viennent en situation de crise. Vous savez que quand il y a une crise et qu'on administre le facteur, c'est un organisme qui est stressé. Il y a une forte probabilité de développer des allo-anticorps ou des auto-anticorps, mais aussi que ces personnels-là puissent y penser, et se référer au bon laboratoire qui a des personnels formés pour le diagnostic. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce qu'on avait prévu pour ce qui concerne les cliniques universitaires de Kinshasa. Je dis et je vous remercie.